C'est un honneur de vous présenter donc aujourd'hui l'homme sans qui je ne serais personnellement pas là, puisqu'il m'a enseigné une grande partie de ce que je sais aujourd'hui. Et en voyant la salle, je sais qu'il est de même pour de nombreux d'entre vous. Donc j'aimerais qu'on applaudisse tous et toutes le grand sèche Rekmire Kovi Gomez, ici présent. Voilà, qui vous parlera donc de Marcus Garvey, de l'Unia, de la spiritualité africaine. Je vous laisse la parole, grand Sèche. Hotep à toutes et à tous. Je suis particulièrement ému parce que pendant 1 an et demi, je me suis imposé une retraite pour réfléchir. Et certaines personnes, vous savez bien que quand il y a le vide, l'espace est aussitôt saturé de personnes plus ou moins différentes. Donc des gens bien intentionnés, je n'en doute pas une seconde, ont organisé un peu, de façon anticipée, ma retraite définitive vers le paradis d'Osiris. Mais l'œil d'Horus, c'est un œil qui, bien que fardé par l'intrusion, disons, de Seth, l'œil d'Horus a 2 lucarnes, 2 angles de visibilité. Une première se focalise sur le monde visible. La deuxième, sur le monde invisible. Je vous demande parfois de vous mettre dans l'ombre, le lieu dont vous n'êtes pas visible de vos semblables. Et vous aurez, croyez-moi, une grande visibilité panoramique sur le monde qui vous entoure. Nous avons perdu le frère de combat Jean-Pierre Kaya, qui nous a soutenus, qui parfois voulait en découdre avec certains de nos frères qui étaient victimes de ce qu'on appelle l'errance identitaire. Je lui disais à Jean-Pierre Kaya, il est là certainement dans la salle, son cas divin est fortifié et vit parmi nous. C'est pour cela que je commence par ça. Et Jean-Pierre Kaya me disait, mais si nous ne faisons pas le ménage dans notre camp, si nous ne nettoyons pas les écuries d'Odias de notre camp, mais à qui allons-nous confier cette tâche ingrate? Et je me souviens la toute dernière fois, avant sa disparition, d'un appel nocturne. Se faisait tard, probablement 2 heures du matin, où il me disait, frère, je voudrais savoir pourquoi tu ménages tant tes jeunes frères chabaziens. J'ai dit, j'ai 2 raisons pour ne pas entrer en conflit frontal avec mes frères. La première raison, c'est que ceux qui organisent dans l'ombre des organisations vont s'emparer de ce pseudo-événement pour dire, mais voilà, ceux qui veulent rassembler l'Afrique, ils passent leur temps à se livrer à des scènes d'anthropophagie entre eux. C'est comme ça qu'ils vont dire.
On va même dire que celui qui s'en prend à ses cadets, c'est un diviseur de la communauté. Donc, je m'abstiens de commettre tout acte qui pourrait être interprété comme une manœuvre de division de la communauté. C'est un fait certain. On dit beaucoup de choses, mais on ne m'a jamais vu stigmatiser en public un frère de la communauté. Jamais. Moi, j'ai été stigmatisé en public. Mais moi, je me suis abstenu, et c'est pour moi un sacerdoce de m'en prendre à un frère de la communauté. Pour quelle raison? Parce que les idées que les frères de la communauté développent ne sont pas leurs idées. Ces idées sont développées dans des laboratoires à idéologie par ceux qui, dans l'ombre, organisent notre désorganisation. Et ce sont ceux-là qui disent à nos frères, allez-y, lancez un pavé dans la mare, et vous allez voir, ils vont tous vous suivre comme des moutons parce qu'ils n'ont pas de boussole, ils n'ont pas de direction. Donc, un jour, une dame écrit un livre qui ne devait pas être un livre polémique en fait. Elle a écrit le livre dont le titre est « Et si l'Afrique refusait le développement ?» C'est Axel Kabou. Mais Axel Kabou reprenait en fait la problématique de ce qu'on appelle les parrains et les mandarins des Africains, c'est-à-dire les africanistes. J'appelle africanistes les idéologues occidentaux autoproclamés spécialistes de l'Afrique. C'est ma position. Et elle n'a pas varié. Donc, je disais que lorsqu'Axel Kabou a lancé cela, tout de suite, tout le monde s'est jeté sur elle. En disant, mais comment l'Afrique peut-elle refuser le développement? Tout continent aspire naturellement au développement. Et il y a d'autres qui sont venus après. Ils ont dit non, nous on fait même mieux que Axel Kabou. Nous ce qu'on veut, c'est le co-développement. C'est-à-dire, on veut que notre développement se fasse avec la France. Ok. Le co-développement, c'est-à-dire, la France passe son temps à injecter des fonds, de l'argent, des moyens, pour développer des pays dont elle a besoin pour conserver son rang de puissance moyenne. Quand bien même serait-elle masochiste, c'est quand même étonnant. Il y a d'autres qui sont venus en disant, attention, vous n'êtes pas dans l'air du temps. Hein. Étant donné que l'Afrique souffre d'un mal chronique, c'est le développement du sous-développement. Nous, on propose maintenant le développement durable. Voilà. Et du coup, les Africains ont dit, nous allons faire le développement durable. Alors, je voudrais, à la suite de Marcus Garvey, parce que ça ne fait pas 100 ans que Marcus Garvey a créé l'UNIA seulement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marcus Garvey. Marcus Garvey est né le 17 août 1887 à 13h en Jamaïque. Je voudrais donc qu'aujourd'hui, vous sachiez quelles sont les motivations de cet homme. On a vu un documentaire, j'ai été précédé par un illustre aîné que j'ai eu l'honneur de rencontrer en 1985, et c'est le doyen Godwin Tété, qui a fait 2 volumes merveilleux sur Marcus Garvey, qui sont en fait des classiques. Je l'avais rencontré à l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, lorsque l'intersyndicale des organisations d'étudiants africains en France organisait un colloque auquel a participé M. Gbagbo qui était à l'exil, Edem Kodjo, beaucoup de gens et tout ça. Mais il y a aussi une sœur qui était dans la salle ce jour-là. C'est une de nos sœurs qui a passé toute sa vie à combattre pour nous, dont le mari est mort pour les idéaux de Marcus Garvey. Le mari a été dans le Congo de Laurent Désiré Kabila. Il s'est battu pour l'Afrique. Et il y a eu beaucoup de problèmes pour qu'on puisse l'inhumer sur la terre d'Afrique au Sénégal, conformément à ces derniers vœux. Donc, je demande à ce qu'on applaudisse la sœur Mireille Pam,
qui est une grande combattante du continent africain. Elle est avec son fils Tchaka. Ça ne nous rajeunit pas parce que en février 1985, elle était déjà là, avec nous. C'était ma toute première intervention publique. J'avais dit des bêtises d'ailleurs ce jour-là sur Cheikh Anta Diop, que je n'avais pas lu. Et M. Tété m'avait dit, attention, tu touches à un monument. Il faut que qu'on se voit à la Sorbonne et je vais te remettre un livre. C'est à partir de là que l'idée même de rencontrer Cheikh Anta Diop est venue. Et ça a été concrétisé le 29 août 1985. Depuis ce jour-là, je ne suis plus le même homme. Je n'ai plus de famille. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus de vie au sens épicurien du terme. Mais j'ai gagné un idéal. Et j'ai gagné une confiance en moi-même inébranlable. Et je pose cette question. Peut-on concevoir, ou entreprendre, ou réaliser de grands projets dans ce monde sans être porté par un idéal atavique et sans être animé par une confiance en soi inébranlable? La réponse est non. Il existe deux catégories d'êtres humains, fondamentalement, qui ont aussi deux logiques d'être, deux façons d'être. Les premiers relèvent de ce que j'appellerais ici la virtualité ontologique ou la vacuité ontologique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent que le principal pour l'homme, finalement, s'il veut accéder au bonheur, c'est de bien manger, vaquer à ses occupations de mâle ou de femelle, avec le devoir que cela suppose. Et aussi, être dans la jouissance. La jouissance excessive, parfois. Parce que tout est dans les sens. Cette catégorie d'êtres humains, c'est elle qui dirige l'Afrique. Voilà, aujourd'hui. Et fondamentalement, c'est elle qui a le plus à perdre. Si l'Afrique venait à trancher le nœud gordien de cette civilisation matérialiste, hein, cette barbarie planétaire que certains appellent le libéralisme ou l'ultralibéralisme mondialisé. Il existe une deuxième catégorie d'êtres humains, fondamentalement, qui participent de ce que moi j'appelle la plénitude ontologique. Et ces êtres humains, par-delà la satisfaction des besoins primaires que nous partageons avec tous les primates, n'est-ce pas, se posent 4 questions fondamentales. Ou, si je puis m'exprimer ainsi, il y a 4 questions fondamentales qui constituent le fil conducteur de leur action sur Terre. La première question, la plus radicale sans doute, c'est d'où viens-je? C'est la question de l'origine. La deuxième question, non moins fondamentale, c'est qui suis-je? C'est la question de l'identité. La troisième question, c'est quelle mission suis-je venu accomplir sur Terre? C'est la question de la vocation. Et la quatrième question, c'est où vais-je? Une fois qu'il y aura une désagrégation de mes fonctions biologiques, quelle sera ma destinée post-mortem? Voilà les 4 questions fondamentales. Marcus Garvey représente pour moi l'incarnation de ce qu'on appelle Kem Meshaour.